Lundi 3 novembre 2025, c'est l'heure de votre JT sur Val de Loire TV, présenté par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Le ciel voilé de la matinée laissera place à un après-midi nuageux, des températures agréables pour la saison. La minimale sera de 6 degrés et la maximale 16 degrés. À la une de notre JT Lucas, les auto-écoles manifestent. Elles ont défilé aux côtés des inspecteurs du permis de conduire toute la matinée à Blois. Une première, une mobilisation aux intérêts multiples. L'objectif, recruter des examinateurs pour diminuer le temps d'attente pour les examens ou encore augmenter le nombre d'heures nécessaires au passage du permis. Nous parlerons également sport avec le premier match de l'UFT à la Vallée du Cher. L'Union Foot de Touraine y affrontait les Sables. Une soirée de communion avec les supporters de ce nouveau club et une victoire 2-0 qui motivera peut-être le public à continuer de remplir le stade emblématique de Tours. Et puis, nous nous rendrons à l'heure tranquille à Tours où ouvrait ce week-end la boutique éphémère Gâteau Louisa. Pâtisserie en trompe-l'œil star des réseaux sociaux, 4000 personnes avaient fait le déplacement. Et puis notre première invitée de ce journal, Aline Mériot. Présidente régionale de la Chambre des métiers et de l'artisanat, elle évoquera avec nous les coupes budgétaires que son institution subit. Et puis notre séquence On vous répond pour terminer ce journal avec notre question du soir. Personnes âgées, quelle solution pour favoriser le maintien à domicile? On se posera la question avec Jérémy Hilaragori, psychologue au sein du Centre de ressources territoriales dans l'association AGEVI, qui sera avec nous donc dans quelques instants. Mais d'abord, Lucas, on le disait en titre, les auto-écoles manifestent. Aux côtés des inspecteurs du permis de conduire, c'est une première. Ça se passait à Blois ce matin. Au programme Opération Escargot, tractage et rendez-vous à la préfecture. L'objectif, augmenter le nombre d'heures nécessaires au passage du permis, mais aussi recruter des examinateurs pour diminuer le temps d'attente pour les examens. Les détails avec Hélène Chaplet. Une trentaine d'auto-écoles loir-et-chériennes ont joué du klaxon ce lundi matin à l'approche de la préfecture de Blois. Une déclinaison locale d'une mobilisation nationale. En cause le manque d'inspecteurs pour faire passer le permis de conduire et donc des délais à rallonge pour les candidats. Selon les syndicats, il manquerait 150 inspecteurs dans tout l'Hexagone et le Loir-et-Cher ne serait pas mieux loti. En Loir-et-Cher, on a 6 inspecteurs, dont 2 en arrêt, ce qui effectivement derrière joue sur le nombre de places qu'on n'a pas assez. Du coup, il faudrait plus d'inspecteurs. Et les élèves, du coup, font un premier passage. C'est très compliqué pour eux. S'ils ratent, il y a au moins un délai des fois de 6 mois à 1 an d'attente pour refaire un deuxième passage d'examen. Il y a 10 ans, on était à 55 inspecteurs dans la région. À présent, nous sommes à environ 48. Donc, les fonctionnaires qui sont retraités ne sont pas remplacés également. Les arrêts maladie. Donc là, il faut vraiment dimensionner la filière. Autre point de crispation, le nombre d'heures de formation minimale avant de présenter un candidat à l'épreuve du permis. Impossible aujourd'hui de faire moins de 20 heures de conduite. Pourtant, ce serait trop peu pour que les élèves soient réellement prêts. Aujourd'hui, pour apprendre à conduire, c'est minimum 20 heures de formation, sauf que la moyenne nationale est de 35. Les 20 heures datent de 1990. Depuis, le temps d'examen a doublé. Le parc automobile français a doublé. Donc toutes les conditions font que l'examen est plus dur qu'avant. Sauf qu'on n'a pas augmenté le volume minimum. Et ça trompe les élèves parce que les élèves pensent que 20 heures suffit pour obtenir son permis de conduire. Ça suffit dans même pas 1% des cas. C'est bien pour cela que nous, on demande à augmenter ce volume à 28 heures pour le mettre au même niveau que la conduite accompagnée. Le 29 septembre dernier, 500 véhicules d'auto-école venus de toute la France convergeaient vers Paris pour dénoncer la pénurie persistante de places d'examen. Ce lundi midi, le préfet du Loir-et-Cher a reçu une délégation locale pour faire remonter ses doléances. Un mot à présent, Lucas, concernant la chocolaterie Max Vaucher. Basé en Loir-et-Cher, l'établissement a été victime cette nuit d'une attaque à la voiture bélier. Un véhicule a en effet défoncé la partie emballage de l'entreprise. Les auteurs n'auraient en revanche rien volé. Un coup dur pour la chocolaterie, moins d'un an après l'incendie qui avait ravagé son principal site de production. C'était à Contras. Il est l'heure à présent d'accueillir notre première invitée. Ce soir, on reçoit Aline Mériot. Présidente régionale de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Elle évoque avec nous ce soir les coupes budgétaires imposées aux chambres consulaires telles que la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bonsoir Aline Mériot. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur notre plateau. D'abord, l'État parle, en ce qui vous concerne, d'un effort national. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas faire d'efforts? Mais si, bien sûr, on fait déjà un effort depuis plus de 2 ans, puisque nous sommes financés par la taxe de frais de chambre de métier qui est payée par nos entreprises artisanales. On fait un effort conséquent, puisque sur le montant global de 200 millions à peu près, aujourd'hui on est raboté, on en touche 158 millions et il y a un engagement avec les gouvernements successifs de 13 millions d'accords nationaux de diminution tous les ans, donc sur 2025, 2026, 2027.
ce qui fait quand même plus de 50 millions sur le quinquennat du président Macron. J'estime que c'est un bel effort. Un bel effort qui pourrait être donc encore augmenté. Finalement, vous êtes... Alors, le PLF 2026, ils ont une idée de mettre 56 millions sur cette année. Vous comprenez que c'est impossible à vivre. C'est impossible. Mais c'est impossible. Déjà, 13 millions au niveau national, c'est 504 000 euros pour ne serait-ce que la région Centre-Val de Loire. Vous imaginez, 56 millions, c'est plus de 2 millions d'euros. Comment est-ce qu'on fait pour absorber une diminution comme ça en 3 mois de temps? C'est juste impossible. Alors concrètement, donc, on a compris, il y a un impact financier. Est-ce qu'il y a des conséquences concrètes à ce genre d'acte? Complètement. Ça veut dire moins de services aux entreprises artisanales, alors que c'est notre cotisation. Donc, moins de services, mais c'est tout. Moins de services, moins d'apprentissage, moins de conseils aux entreprises, alors que la micro-entreprise se développe. Elle a besoin d'accompagnement pour se transformer en véritable artisan, pour embaucher son premier salarié, pour embaucher son premier apprenti. Il y a besoin. Donc, oui, l'argent des entreprises doit rester au service des entreprises. C'est un appel que vous lancez presque à l'État, là, finalement. C'est pas qu'un appel, oui, c'est la colère des artisans de la Chambre de métier, oui. On a besoin de cet argent-là qui nous appartient pour aider nos entreprises. Alors vous l'avez dit, ça pourrait impacter la formation, plus précisément l'apprentissage. Comment se porte l'apprentissage aujourd'hui de manière globale? Alors l'apprentissage se porte bien depuis 4-5 ans. L'image de l'apprentissage a été redorée. Il y a des efforts avec de l'apprentissage en niveau supérieur. Donc oui, l'apprentissage se porte bien. Si on veut continuer à former, malgré la baisse démographique des jeunes qui arrivent pour les 10 prochaines années, il faut continuer à valoriser. Mais pareil, là, il va y avoir un coup de rabot qui va être fait par France Compétences, qui est l'organisme qui gère le financement au niveau national. On a besoin d'être accompagnés et surtout, nous, au niveau des chambres de métiers, nous formons, alors sur la région centre, c'est 8000 jeunes qui sont formés au métier de l'artisanat sur un public mineur, donc qui n'a pas de moyens de locomotion, donc on a besoin d'être sur tous les territoires. Nous avons 6 départements, 6 centres de formation au plus près du jeune pour le former aux métiers, aux 250 métiers de l'artisanat en région. Et l'apprentissage, c'est incontournable, c'est même hyper important pour ces jeunes-là, effectivement, c'est une belle intégration au monde professionnel. C'est une belle intégration, c'est leur premier emploi en général, quand ils sont mineurs, 15-16 ans, c'est la découverte du monde du travail, donc c'est une belle réussite puisqu'on a 80% de taux d'insertion pour l'apprentissage, donc oui, c'est une belle réussite. Voilà, qui est dit. Merci Hélène Mériot d'être venue nous voir. Merci. Merci d'être venue dans notre JT Zoom à présent sur le tuning, Lucas. Vous m'avez mis, je vais le dire, zoom maintenant sur un univers qui me tient à cœur, le tuning. Non, ce n'est pas vrai, Lucas. Je croyais, en vous écrivant ça, Aurélien, que vous appréciez particulièrement. Alors, le préfet d'Indre-et-Loire avait interdit la semaine dernière les rassemblements de ce type pour le week-end de la Toussaint, en cause le danger et le dérangement causés par d'éventuelles accélérations et autres crissements de pneus. Finalement, les amateurs ont organisé un autre rassemblement sur un terrain privé. Lui, l'occasion pour Aurélie Renaud de découvrir l'univers si particulier et que vous aimez tant du tuning. Jean est un jeune mécanicien, il tient à nous montrer les 75 chevaux de sa Mazda 323. Il a 18 ans, sa voiture en a 38, il ne jure que par les anciens modèles. Moi je voulais une voiture, une vieille voiture qui a quasiment pas d'électronique à l'intérieur. Parce que les véhicules aujourd'hui, il y a énormément d'électronique. Et sans du matériel professionnel ou semi-professionnel, c'est quasiment impossible de travailler dessus proprement. Dans ce rassemblement, on parle mécanique, mais surtout accessoires. Jantes, volants, haillons. Mohamed, lui aussi, a une Mazda, une MX-5 de 1997. Régulièrement, il relook sa voiture. Alors c'est une réplique, mais les jantes sont le même style qu'une marque japonaise qui existe, qui s'appelle SSR. Ensuite, j'ai changé le volant, j'ai mis un volant qui est Momo, donc de marque Momo, une marque italienne, mais qui est aussi au Japon. Elle est de 2017 et comme j'ai dit, l'écran qui est là, à la largeur, bon, c'est un peu cher. Thomas a mis toutes ses économies dans une autre MX-5. Il aime parler accessoires, mais il avoue, il aime aussi faire vrombir le moteur et crisser les pneus. Ce qu'on reproche à ce type de rassemblement. Moi par exemple, j'aime bien un peu drifter, j'aime bien un peu, mais
La légalité. Non, on aime bien, forcément après on modifie un peu nos véhicules, on demande ce que les gens appliquent de nouveau sur leur modèle. Ce soir-là, le rassemblement non déclaré n'aurait fait l'objet d'aucune plainte. Allez, du sport à présent dans ce journal avec un retour attendu, celui du football au stade de la Vallée du Cher. Un stade bien silencieux depuis la disparition du Tours Football Club, c'était en début d'année. Le nouveau club de la métropole, l'Union Foot de Touraine, y a donc affronté les Sables ce samedi. Un succès sur le terrain, victoire 2-0 pour l'UFT, mais aussi un succès en tribune puisque tous les billets mis en vente avaient trouvé preneur. Le résumé du match est signé Aurélie Renaud. Dès le coup d'envoi, l'ambiance est là. Pour ce match dont les billets sont gratuits, la jauge maximale est atteinte. Un peu plus de 3000 supporters sont de retour au stade de la Vallée du Cher. Un stade devenu silencieux depuis la disparition du Tours FC l'hiver dernier. Le premier but de David Lopez sur un corner à la 29e minute a brisé ce silence. Enfin, on revient match de foot au stade de la Vallée du Cher. Et ça, c'est super appréciable. Voilà, une nouvelle ambiance, un nouveau club. C'est agréable, il y a du monde, c'est punchy, c'est sympa. C'est leur premier match pour certains ici, même pour tous certainement. Donc ils nous font plaisir et puis on mène 1-0 à la mi-temps. Ils n'étaient pas dans le même terrain il y a quelques semaines, donc ça peut leur faire bizarre et de voir autant de monde. À la 49e minute, c'est un deuxième but pour l'UFT. Il est signé Nicolas Caloyero. Les Bleus l'emportent 2-0 face aux Sables pour leur première dans le stade. C'est un super moment, en plus je suis content d'inscrire mon premier but ici. Je suis très content et c'est que de la bonne nouvelle pour la suite. On est heureux et on va continuer de bosser pour atteindre l'objectif. On remercie les supporters d'être venus, que ce soit ceux qui étaient à Ballon et aussi les nouveaux supporters qui sont venus. Il y avait une belle affluence, les gens étaient ravis et puis voilà, je pense que la mission est remplie sur le terrain et en dehors. Puis vous savez, moi de voir deux gamins tout à l'heure qui rentrent dans le stade en se disant oh là là, c'est là qu'on va jouer dans 10 ans, c'est ça l'essentiel. Et puis encore une fois, on était ravis que tout le monde vienne et on les encourage à revenir. Alors l'UFT a-t-elle définitivement élu domicile au stade de la Vallée du Cher? Selon les dirigeants, tout dépendra de l'affluence côté public. Et on poursuit cette page sport avec les résultats du week-end pour nos clubs. Et cette victoire écrasante de l'US Tours Rugby face à Beauvais. D'abord, nos rugbymen de Fédéral 1 ont gagné 37-3 contre les Picards ce dimanche. De quoi satisfaire les supporters du Stade Tonlé et prendre la première place de la poule. Autre victoire, celle des basketteurs de l'ADA Blois en Élite 2. Une belle victoire là aussi puisqu'ils remportent le match 103-84. C'était contre Évreux. Un résultat qu'auraient aimé obtenir les hommes du Tours Métropole Basket en National 2. Les basketteurs ont perdu 88-74 contre Lorient. C'était vendredi soir. Prochain match demain soir à domicile contre d'autres Bretons, l'équipe de Rennes. Revers également subi par les remparts de Tours. Les hockeyeurs sont tombés sur la glace des Comètes de Meudon samedi. Défait 4-3 au tir au but. Allez, on passe à notre question web à présent, une question qu'on vous a posée sur nos réseaux sociaux. Seriez-vous prêt à faire la queue pendant plusieurs heures pour des gâteaux à la mode sur les réseaux sociaux? Résultat de cette question. Résultat, il y a quelques menteurs dans le lot, 95% de non. Et pourtant, ce ne sont pas moins de 4000 personnes qui ont fait la queue devant Gâteau Louisa, pâtisserie star des réseaux sociaux, spécialiste des trompe-l'œil. Elle a ouvert une boutique éphémère dans la galerie de l'Heure Tranquille à Tours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès était au rendez-vous. Regardez. Dans la très longue file d'attente, certains sont là depuis 4 heures pour être sûrs de repartir avec les précieux gâteaux. Des pâtisseries en trompe-l'œil de Gâteau Louisa. C'est vrai qu'il y a énormément de monde et pour le coup, je ne m'attendais pas à autant de monde. C'est vrai que c'est assez surprenant, mais ça va valoir le coup parce que j'ai vu les gâteaux, on va sacrément se péter le bide. Je la regarde depuis longtemps et du coup, j'avais déjà goûté et là, c'était l'occasion de regoûter. Et voilà. La star du jour, c'est Nadia, la créatrice de Gâteau Louisa. Plus de 2 millions de followers sur les réseaux sociaux où elle présente ses pâtisseries depuis sa première boutique, ouverte il y a 1 an à Jouer-les-Tours. La pâtisserie, elle l'a apprise à 27 ans pour passer son CAP en candidat libre. Sachant que c'était le sésame pour pouvoir ouvrir sa pâtisserie. Donc je l'ai eu, j'ai appris toute seule chez moi, autodidacte. J'ai tout donné, j'ai jamais posé mon pied dans une réelle pâtisserie. Voilà, j'ai appris de moi-même. La question du jour, y aura-t-il assez de trompe-l'œil pour contenter les centaines de clients? Du côté des pâtissiers, une dizaine, on a travaillé dur ces derniers jours.
On a fait 10 jours de production. Donc il y avait une équipe du matin, une équipe du soir. Moi, j'étais l'équipe du soir. Et il y avait vraiment du boulot. Pour l'ouverture, la marque avait convié une influenceuse cuisine. Et pour attirer toujours plus, 2 téléphones et quelques billets de 100 € étaient cachés dans quelques boîtes. Une motivation pour pas mal de clients au-delà de la pâtisserie. Ouais, là, il y a une queue de ouf. Et nous, on veut goûter les trompe-l'œil. Mais bon, bien aussi pour l'iPhone et les billets. Hein. On ne sait jamais pour gagner l'iPhone aussi. La boutique éphémère de l'Heure Tranquille restera ouverte jusqu'au printemps. Si le succès est là, Nadia la pâtissière souhaite s'y installer définitivement et prospecte déjà pour une installation dans le centre-ville de Tours. Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invité Jérémy Hilaragori, psychologue du Centre de ressources territoriales de l'association AGV. Pour répondre à cette question, personnes âgées, quelle solution pour favoriser le maintien à domicile? Bienvenue Jérémy sur notre plateau. Déjà, quelques mots pour parler d'AGV, cette association qui accompagne depuis plus de 30 ans les personnes âgés et leurs proches. Donc effectivement, AGV, c'est une association, vous le disiez, qui a fêté ses 30 ans cette année, effectivement, qui est présente sur l'ensemble du territoire d'Indre-et-Loire et qui propose effectivement des solutions pour accompagner les personnes âgées et leurs proches aussi, parce qu'on sait que les proches, c'est très important, pour trouver des solutions pour rester au domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Alors justement, il y a des solutions, mais justement, quand il y a des solutions, c'est qu'il y a des difficultés. Quelles sont les difficultés rencontrées aujourd'hui par les personnes face à ce maintien à domicile? C'est quoi les principales difficultés? Alors c'est vrai que si on pense effectivement au maintien à domicile, on pense effectivement les difficultés que peuvent rencontrer les personnes âgées qui sont fragilisées ou en situation de perte d'autonomie. Et alors il y a plusieurs difficultés qui peuvent se poser. Une des premières difficultés, ça peut être par exemple un logement inadapté, c'est-à-dire pour une personne qui a des difficultés pour se déplacer, qui a des troubles de l'équilibre, et effectivement être dans un logement où pour pouvoir accéder à certains espaces de vie comme la chambre ou la salle de bain, c'est à l'étage, il faut monter un escalier. Ça peut être une difficulté, voire une mise en danger. Dans les autres difficultés qu'on peut avoir effectivement aussi, il y a l'isolement social. On sait effectivement qu'au niveau du territoire, en plus il y a beaucoup de disparités. Il y a certaines zones du territoire où les personnes sont très isolées. On sait aussi qu'il y a des personnes, quand bien même ils ont des aidants familiaux, parfois la difficulté c'est que les aidants familiaux parfois s'épuisent. Et parfois ça peut être aussi une source de difficulté pour le maintien à domicile. L'aide aux soins aussi. Oui, alors il y a aussi la notion d'accès aux soins. Ça, on sait que pour pouvoir bien vieillir et puis pour pouvoir faire face à une perte d'autonomie, un accompagnement médical et paramédical de qualité, c'est important. Et il y a des grandes disparités là encore au niveau du territoire. Et donc il y a des dispositifs que vous mettez en place, vous, AGV, pour justement favoriser ce maintien à domicile, notamment des rendez-vous d'AGV. C'est quoi? C'est pour informer Alors non, les rendez-vous d'AGV, en fait, ce sont des accueils de jour qui sont proposés sur l'ensemble du territoire du département. En fait, c'est la possibilité pour des personnes âgées de venir passer une journée avec des activités de la vie quotidienne et des activités conviviales. Le but, c'est vraiment de pouvoir maintenir le lien social. C'est parfois une solution de répit aussi pour les aidants, effectivement, pour pouvoir se reposer parfois. Il y a aussi ces relais Sépia, des petites maisons d'hébergement temporaires que vous proposez du côté de Descartes et de Savigny-sur-Latan. Comment ça s'organise? Alors ça, c'est des petites maisons où on propose effectivement de l'hébergement temporaire. Effectivement, ça peut être des solutions pour des personnes, par exemple, retour d'hospitalisation, qui ont besoin effectivement de se reposer, de récupérer avant de retourner au domicile. Ça peut être encore là des solutions de répit parfois quand il y a de la fatigue, de l'épuisement de l'aidant. Puis c'est aussi une possibilité de maintien de vie sociale, effectivement, puisque là aussi, il y a beaucoup de convivialité, il y a des activités, c'est une manière pour les personnes sur leur territoire, leur commune, de pouvoir maintenir du lien avec les autres. Et puis, rester à domicile, c'est aussi changer de chez soi, c'est important de le dire et de le répéter. Parfois, on a une maison qui est trop grande, qui n'est pas adaptée, il faut changer de maison. Exactement, parfois, et effectivement, AGV, en lien avec les collectivités locales, propose de l'habitat inclusif, donc ce sont des logements qui sont adaptés, et effectivement, on va proposer aux personnes aussi un accompagnement. C'est souvent des coordinatrices animatrices qui vont pouvoir faire de l'accompagnement, effectivement, sur du conseil, sur de l'aide aussi, parce que ça, c'est aussi une source de difficulté pour beaucoup de personnes, c'est qu'il existe des aides, mais parfois engager les démarches administratives et financières, c'est parfois compliqué. Donc, avoir l'appui de ces professionnels-là qui viennent les aider, ça, c'est une chose très, très importante. Et puis, il y a aussi la notion, effectivement, de veille, de pouvoir répondre aux difficultés quand elles se présentent. Et puis, depuis septembre dernier, vous avez ouvert le Centre de ressources territoriales, le CRT. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots en quelques jours? Oui, alors les centres de ressources territoriaux, parce qu'il y en a plusieurs, c'est porté en fait par l'Agence
l'Agence régionale de santé. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y ait des CRT dans l'ensemble du territoire national. Au niveau de l'Indre-et-Loire, nous, on est le 3e CRT à ouvrir, qui est porté par l'association AGV et sur le territoire du nord-ouest du département. C'est la communauté de communes Touraine-Ouest-Val-de-Loire, la communauté de communes Catine-Racan et quelques communes du nord-ouest de la métropole, Saint-Étienne de Chigny à Métray. Voilà. Et le but du centre de ressources territoriales, là, on est vraiment au cœur. Notre objectif principal, c'est de contribuer au maintien à domicile des personnes le plus longtemps possible, en lien avec les acteurs du territoire, parce qu'il existe déjà effectivement beaucoup de professionnels, et je veux les saluer ce soir, qui œuvrent effectivement au quotidien pour accompagner les personnes pour qu'ils puissent rester au domicile plus longtemps. Donc nous, on vient renforcer une dynamique à ce niveau-là. Il y a un numéro de téléphone, le 06 32 60 80 24, et puis un mail crt@agvi.fr si on veut plus d'informations, puisque tout le monde peut se rapprocher du Effectivement, en fait, pour nous solliciter, ça peut être aussi bien les habitants, les aidants, que les professionnels du territoire. Et quand je dis professionnels, c'est des professionnels du médico-social ou de l'accompagnement à domicile, mais aussi les élus qui peuvent aussi nous solliciter. Eh ben, merci beaucoup, Jérémy Hilar-Agori, d'être venu sur notre plateau ce soir. Avant de se quitter, on rappelle le principal titre, Lucas, les auto-écoles qui manifestaient aujourd'hui du côté de Blois. Oui, elles ont défilé aux côtés des inspecteurs du permis de conduire toute la matinée à Blois. Une première, une mobilisation aux intérêts multiples. L'objectif, recruter des examinateurs pour diminuer le temps d'attente pour les examens ou encore augmenter le nombre d'heures nécessaires au passage du permis. Merci beaucoup, Lucas. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite de vos programmes. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain. 17h50, vous serez là ? On sera là. Quel plaisir pour Val-de-Loire en direct. À demain.